Oui, donc je vais... ça fonctionne. Démarrer par une série de questions, en fait, et puis m'appuyer sur quelques exemples, quelques cas d'études. Je voudrais rebondir en fait sur ce qu'a présenté Emmanuel Guez ce matin, donc peut-être davantage éclairer des tactiques de résistance, ou la manière dont certains artistes justement interrogent les technologies et les data aujourd'hui, en prenant un peu le contre-pied de l'innovation, voilà, du progrès technologique. Je pourrais démarrer par une série d'interrogations. À quoi servent les outils numériques et qui servent-ils? Peut-on en faire autre chose que ce pourquoi ils ont été prévus? L'utilisateur peut-il reprendre un certain pouvoir aussi face à des solutions techniques de plus en plus complexes et formatées dans des objectifs marchands? Dans sa théorie critique de la technique, Andrew Finberg s'intéressait aux outils numériques qu'il analysait comme des outils de rationalisation sociale au service d'instances de domination. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il ne se limitait pas à cette vision déterministe. L'appropriation des technologies y était présentée aussi comme une co-invention et une co-construction sociale. Les technologies numériques paraissent en effet marquées par une instabilité inédite à l'origine, et les citoyens, les utilisateurs que nous sommes, peuvent aussi manifester leur influence via des usages inattendus, des détournements, des contournements, sinon des rejets aussi parfois. Dans ce contexte de développement donc, des technologies et des médias contemporains, il me semble que les œuvres d'art, en tout cas les artistes, peuvent jouer un rôle spécifique également. C'est en tout cas l'hypothèse que je vais essayer de faire avec vous cet après-midi. L'art peut-il, de ce point de vue, constituer un bon laboratoire pour penser précisément à ces techniques, pour cultiver le numérique aussi, pour poser des questions donc, à notre écosystème technologique. Alors, je vais commencer par un cas qui m'est cher, qui est ce projet porté par Erik Hansen et Hélène Evans et Nuages Verts, qui sont une bonne introduction pour les questions qui nous occupent aujourd'hui. Et vous raconter donc, revisiter cette histoire, que vous connaissez peut-être déjà, certains d'entre vous. C'est à Helsinki, en 2008, que ce nuage vert apparaît, voit le jour, au-dessus d'une centrale thermique, Salmisaari, par projection d'un laser vert qui, comme vous voyez ici, en souligne les contours. C'est une manifestation qui est inscrite dans un programme culturel, celui du festival Pixelake, Malopixel, une performance et une installation qui invite les habitants à scruter durant une semaine leur consommation respective d'électricité en leur donnant la possibilité d'agir sur une image en temps réel à mesure qu'ils réduisent finalement leur consommation électrique. Tous les soirs, donc, du 22 au 29 février 2008, le nuage de vapeur qui s'élève de cette centrale électrique de Salmisaari est illuminé avec un puissant laser aux couleurs vertes, une image laser, donc, projetée sur le contour fluctuant du nuage de vapeur et qui réagit aussi, cette projection, à des données en temps réel fournies par la centrale. Le nuage ainsi coloré en vert devient un néon à l'échelle de la ville, grandissant à mesure que les résidents du quartier de Ruoholahti se l'approprient et diminuent leur consommation d'électricité. Les artistes les envisagent comme un signe, comme ça, avec les habitants, un signe qu'ils peuvent s'approprier et qui résonne aussi avec une réappropriation de l'espace urbain. C'est une installation assez complexe puisqu'elle a la nécessité de filmer par caméra thermique les émissions de l'usine pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, afin qu'elles puissent être ensuite interprétées par un logiciel qui donne la projection d'un laser vert qui épouse donc et qui reproduit le nuage, ses formes et ses mouvements. Le 29 février 2008, donc, le public était invité à se réunir pour contempler ce nuage, à condition d'avoir débranché ses appareils électriques durant 1 heure. La démarche est simple, moins les gens consomment durant la semaine, plus le nuage est ample et majestueux. Le but de Hé étant de projeter une relation ombilicale entre les actions locales et les nuages de vapeur. Si la population donc voulait le voir, l'admirer, le regarder, ils devaient éteindre leur ordinateur, le laisser en veille, baisser d'1 degré leur chauffage, utiliser moins d'eau chaude, etc. La performance n'est évidemment pas passée inaperçue, jouant de l'ambiguïté, provoquant l'interrogation aussi, l'inquiétude parfois.
elle a suscité l'interrogation des citoyens, notamment quant à la responsabilité écologique. L'expérience a eu pour effet une réduction de la consommation électrique de 800 kWh, soit l'équivalent environ de l'énergie produite par une éolienne en 60 minutes. Et c'est une opération qui était aussi accompagnée, financée par de grandes entreprises comme Nokia ou la compagnie de tramway Helsinki qui avait suivi cette opération qu'ils avaient baptisée une heure de débranchement. Mais ce qui m'intéresse ici aussi, c'est que en France, ce projet nuage vert n'a pas eu le même accueil. Il avait été imaginé à Paris avec des usines de retraitement des déchets, cette fois et non pas les usines électriques, des villes d'Ivry-sur-Seine, de Saint-Ouen, où résidait alors le duo d'artistes. Le projet a été, au contraire, objet d'une certaine d'interdiction ou de censure. Si ce type d'usine relève du domaine public, si leur fonctionnement strictement normé et contrôlé est théoriquement régi par un principe de transparence, l'action artistique proposée n'a pu recevoir d'autorisation. Et a soulevé un problème. Dans ces établissements, on n'entre pas qui veut. Le projet artistique a fait peur aux responsables et aux autorités locales qui les ont conduits à bloquer et refuser la réalisation de l'œuvre à Saint-Ouen. Leurs usines, peut-être, n'étaient pas disposées à attirer les regards et l'attention du public, ni à se retrouver sous le feu des projecteurs. Pourtant, on peut imaginer qu'au début de l'ère industrielle, au contraire, la fumée était bien vue, puisque ce panache de fumée blanche symbolisait au contraire le succès d'une entreprise, le travail, donc la réussite. Aujourd'hui, cette même fumée inspire davantage la menace de pollution, du changement climatique. L'argument principal évoqué par attendez, je refais juste un... L'argument principal évoqué par l'entreprise donc, était que les citoyens n'étaient pas à même de pouvoir apprécier cette action. Alors on ne peut pas bien lire ici, mais par exemple, j'appelle toutefois votre attention sur l'inquiétude, voire la panique que pourrait provoquer ce faisceau lumineux auprès de la population riveraine et des automobilistes, en l'absence d'informations claires sur les finalités du projet. Risque que cet événement soit mal interprété et contribue à propager dans l'esprit collectif une image fortement négative de l'usine d'incinération et des modalités selon lesquelles celle-ci est exploitée. Alors, différents courriers donc, qui sont adressés par la ville à la directrice de l'association, qui était alors main d'œuvre et qui soutenait le projet à Saint-Ouen. Ce qui est visé, c'est le problème de perception du public qui pourrait mal interpréter cette action. Et donc le projet est donc interdit. La maire de Saint-Ouen, qui défend le projet, répond à son tour: justifier notre parti pris d'interdire la mise en œuvre de nuages verts par le fait que la fumée verte puisse être mal perçue de la population et qu'elle ajoute des peurs à l'incertitude. Par effet pervers, cette décision souligne une privation de liberté au sein de l'espace public dès qu'on touche à un point sensible ou qu'on s'engage contre des entreprises ou institutions protégées par l'État. Alors, et ne baissera pourtant pas les bras et ira à l'encontre de cette incompréhension et interdiction, puisque à Ivry-sur-Seine, entre 18h30 et 22h30 le 27 novembre 2010, 2 ans après, un nuage vert apparaît au-dessus de la sortie de cheminée de l'incinérateur. Action que la police ne peut pas interdire, puisque le nuage vert est projeté depuis le toit d'un bâtiment privé. Contre la censure, donc, un certain nombre d'habitants, citoyens et artistes vont décider de soutenir cette performance et vont pour cela à leur tour envoyer des lettres, des courriers de défense du projet, donc au maire de la commune de Saint-Ouen, afin de préciser leurs attentes et leurs intérêts. L'installation nuage vert est une œuvre d'art qui participe de l'esthétique urbaine autant que de la vie commune, de ce point de vue, en même temps qu'une communication à la population sur la trop grande quantité de déchets qui oblige les incinérateurs à fonctionner constamment. Ici, on a une série de rapports qui ont été conservés du coup aussi par les artistes, qui sont des rapports policiers, pour ainsi dire, ou des rapports de constat de cette apparition du nuage vert. Alors, le collectif EE ne se situe toutefois pas dans une démarche de revendication, de boycott ou de manipulation des foules, puisque Nuage Vert est au contraire une performance artistique et médiatique fondée sur l'idée que des formes publiques peuvent incarner un projet écologique et matérialiser des questions environnementales afin de les rendre intelligibles dans nos vies quotidiennes et au sein de la collectivité. Ce collectif a été formé par Hélène Evans, Royaume-Uni 1972, et Eiko Hansen, Allemagne 70, et se définit comme une plateforme, je les cite, pour l'art,
le design et la recherche, explorant de nouvelles voies pour intégrer les médias électroniques dans un environnement physique. Tous deux ont suivi la formation en Computer Related Design au Royal College of Art de Londres, après des études de scénographie et d'ingénierie. Depuis plus de 10 ans, ils revendiquent l'héritage d'un ingénieur et architecte, Richard Buckminster Fuller, qui jugeait indispensable de mettre en place une pédagogie pour aider les individus à se montrer plus respectueux des écosystèmes. Le collectif EE multiplie donc ses performances artistiques qui ont pour point commun la jonction entre les nouvelles technologies et l'écologie. Ils sont aussi défenseurs de ce courant qu'on appelle le critical design, le design critique, qui interroge et détourne donc les innovations les plus contemporaines, les technologies numériques bien sûr, mais aussi la lumière, la fumée, le son, la vidéo, la mécanique, pour mettre en œuvre et donner à percevoir et à penser les questions de société que posent ces problématiques énergétiques ou écologiques actuelles. Ils ont auparavant réalisé d'autres projets d'un même type dans le cadre d'un programme qu'ils appellent les Man-Made Clouds, les nuages faits par les hommes, et qui fonctionnent comme des sculptures environnementales, là encore, au service de l'expérimentation citoyenne. Sculpture environnementale, on peut reprendre ce terme au critique d'art américain Al Foster, qui les définit comme des projets de sculpture qui utilisent des matériaux pris dans l'environnement pour créer de nouvelles formes, pour réorienter notre perception de l'environnement. Des programmes qui comportent des objets nouveaux, non naturels, dans un scénario naturel, des activités individuelles sur le paysage, le facteur temps est déterminant, surtout des interventions concertées et de conscience sociale. À l'instar notamment de ce projet, Toy Emission, qui sous-titrait My Friends All Drive Porsches, qu'ils ont réalisé en 2007, dans le cadre d'une résidence à Lake de New York, une performance urbaine, à nouveau, ou une parodie à peine caricaturale aussi du comportement des automobilistes citoyens lambda, pollueurs, chauffards, excités, dangereux. Le dispositif consiste en éruption au centre d'un carrefour d'une voiture 4x4 miniature télécommandée, modèle réduit d'une Porsche Cayenne, équipée de fumigènes jaunes, rouges et bleus. Partant de la constatation qu'une petite voiture électrique est le modèle réduit d'une grosse voiture polluante, dévoreuse d'essence, le collectif EE réalise ainsi une performance intitulée Toy Emission, au cours de laquelle cette voiture télécommandée perturbe le trafic routier des grandes métropoles. Il s'en dégage une épaisse fumée colorée, donc. Ce sont des autos miniatures équipées de caméras embarquées aussi, qui leur permettent de se faufiler parmi leurs grandes sœurs et de provoquer, avec un minimum de moyens, on voit ici un impact visuel maximum et évident. Nombreux sont les passants qui ne manquent pas de réagir à la vue de ce jouet polluant, en perdition dans le flux ininterrompu des autres véhicules dont les nocives émissions sont, elles, la plupart du temps, totalement invisibles. L'action peut susciter une pluralité de lectures, de l'écologie à la sociologie, de la perception à l'effet chromatique, du domaine du jeu aussi, à sa confrontation au réel, sans oublier ce jeu d'échelle qui, même dans un certain humour et en sens de la performance, plonge les citadins encore dans des problématiques quotidiennes dans lesquelles ils sont tous, bien sûr, impliqués et responsables. Autre projet qui utilise les données, les data, Champ d'ozone, qui est une installation créée par EE pour le Centre Pompidou, cette fois en hommage à Marcel Duchamp dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Terre de Paris. Le dispositif exploite les données analytiques de la qualité de l'air à Paris, donc fournies en temps réel par AirParif, cette association qui œuvre à la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, et les transpose visuellement sur une des vitres de l'espace d'exposition en offrant aux spectateurs ainsi la vision d'un Paris plus ou moins pollué, exposé à un niveau de pollution réel, bien que lui aussi devenu invisible depuis l'abandon des usines et des mutations industrielles. Une des fenêtres donc, du 6e étage du Centre Pompidou était ainsi augmentée d'un film translucide, d'un écran recevant les lumières colorées propres au code visuel de la représentation de la pollution atmosphérique, mesurée par l'association AirParif, connectée donc au capteur d'ozone localisé dans le quartier tout proche des Halles. Un nuage simulé, donc généré à partir de données numériques, mis en suspension sur l'horizon de la ville. La concentration d'air pollué, le dioxyde d'azote, l'ozone, les particules de poussière, le dioxyde de soufre également, était ainsi rendu perceptible sur la surface de la projection par des couleurs allant du rouge vif au bleu céleste. Là encore, les possibles interprétations de ces codes visuels
inhérent au nuage était à la discrétion du spectateur. Un nuage rouge serait-il plus toxique qu'un nuage orange? Le niveau 0 nous indiquerait-il une absence totale de pollution? Cette réflexion sur l'environnement et sur l'espace public, sa constitution, ses contraintes, ses transformations technologiques est donc au cœur de cette série de performances artistiques que le collectif EE a intitulé Man Made Clouds depuis 2003. Et le projet Nuage Vert en est exemplaire, puisqu'il a été salué par un Golden Nika au Festival Ars Electronica, tant il œuvre in situ dans l'espace social, hors des espaces domestiqués de l'art contemporain, en inventant d'autres manières aussi, non seulement d'interroger la technique et ses impacts sociétaux, mais également d'entrer en relation et de solliciter le public. Au croisement de l'art contextuel, on pourrait dire, et de l'activisme médiatique aussi, d'une certaine manière, le Nuage Vert apparaît comme une performance artistique qui investit l'espace public, donc comme vecteur de débat public autour de ce que les philosophes contemporains ont nommé l'anthropocène, pour questionner l'impact des activités humaines sur l'écosystème. Cette installation lumineuse à l'échelle de la ville, utilisant comme support l'icône même de la pollution industrielle, a en effet le pouvoir de mettre le public en alerte, de générer un débat, de convaincre les gens aussi, on l'a vu à Helsinki notamment, où ils ont obtenu l'autorisation, de convaincre les gens de changer leurs habitudes de consommation. Dans un tel projet, c'est en effet toute la ville qui est concernée, les habitants, avec lesquels par exemple ils ont conçu ces affiches dans une esthétique très, très 68, comme vous pouvez le voir, la collectivité bien sûr, et les entreprises avec lesquelles les artistes instaurent leur projet. Je vous rappelle encore que c'est assez exceptionnel en France qu'ils n'aient pas reçu cette autorisation, puisque la plupart du temps, ils n'agissent pas clandestinement, ils demandent toujours aux collectivités, aux entreprises de collaborer avec eux. Le Nuage Vert permet ainsi d'associer différents acteurs de terrain, l'usine d'incinération, les établissements publics, les activistes écologiques, les résidents, les opérateurs culturels, dans un projet artistique, collectif et citoyen. On les voit ici à l'œuvre avec des établissements scolaires aussi dans la ville de Saint-Ouen. C'est là le sens du design critique, peut-être, du critical design, ou de la démarche de Weavers Cultural Engineering, que revendique EE, qui consiste à toujours amplifier, faire résonner, transformer le relief des innovations technologiques et leur impact social, le mettre en scène dans des propositions artistiques. Ce type de projet, qui tend ainsi à se déployer hors de l'écosystème numérique, qui n'est pas comme ça contraint par la technologie, qui s'inscrit également dans des objets tangibles ou dans l'espace urbain. Plusieurs artistes et collectifs d'artistes choisissent désormais de poursuivre ce genre d'aventure, de verser ou de transposer l'espace public numérique dans l'espace public de la cité. On peut penser aux œuvres, par exemple, du Fat Lab, Julian Weaver ou Aaron Bartol, notamment, avec ici le projet Artvertiser, donc ces deux membres du Free Art Technology Lab qui confrontent l'art et l'advert, l'artistique et la publicité de masse, qu'ils dénoncent d'une certaine manière. C'est un projet apparu entre 2008 et 2010, cette fois dans des expositions de rue, donc à nouveau dans l'espace public, à Berlin pour la transmédiale, à Bruxelles pour le Festival des Façades, ou encore à Rotterdam pour le Festival de l'Image. L'Artvertiser propose de s'approprier les espaces publicitaires en les détournant via un dispositif numérique de réalité augmentée, ou comme l'indique l'artiste, de réalité améliorée, en son sens, qui révèle des œuvres d'art à la place des panneaux publicitaires. Il s'agit, là encore, d'occuper l'espace des données, de l'information, l'espace public, de plus en plus privatisé par les campagnes marketing, en transformant des places comme Times Square ou Piccadilly Circus, par exemple, en galerie d'art. Pour en faire l'expérience, l'œuvre propose aux citoyens un dispositif technique, le Billboard Intercept Unit, en français intitulé Unité d'interception d'affichage, consistant en des sortes de jumelles, alors très low-tech, comme vous pouvez le voir ici, équipées d'une caméra à l'avant et de lentilles oculaires à l'arrière. Ces jumelles, pilotées par un algorithme, fonctionnent via une recherche d'images dans l'environnement urbain
L'advertiser substitue ainsi aux images publicitaires une production plastique qui interroge de façon critique le débat sur la privatisation grandissante de l'espace public. C'est un dispositif qui se donne comme logiciel libre et gratuit, fonctionnant sur des systèmes Linux, Android, etc., qui permet tout d'abord de cibler, d'identifier certaines publicités comme des publicités à remplacer via la webcam de l'ordinateur ou via la petite caméra des téléphones aussi. Le code de programmation de l'advertiser est licencié sous GPL v3, développé par Julian Oliver, amélioré par Damien Stewart, dans une logique, encore une fois, de partage et de mutualisation. Si une connexion Internet est disponible à proximité, la substitution peut s'archiver directement ou être publiée en ligne sur des sites tels que Flickr et YouTube, proposant et construisant ainsi une mémoire alternative, finalement, de la vision de la ville. En se servant du média Internet comme levier, l'idée également sous-tendue par une sorte de mécanisme de redistribution, on le voit ici, l'advertiser propose de voir la ville comme un site à repenser, comme une grande exposition pour piétons, et permet aussi d'en conserver la trace pour ceux qui ne sont pas dans la rue et ne se servent pas du logiciel. L'advertiser donne par conséquent la possibilité de voir autant d'un instant nos villes comme des espaces à nouveau négociables, qui ne sont pas uniquement destinés à la consommation ou à la lecture, mais sur lesquels on peut écrire à nouveau, dans lesquels on peut s'exprimer. L'enjeu est surtout de bousculer aussi l'idée que l'on se fait de l'espace public en questionnant l'hybridation et ou l'articulation peut-être entre réel et virtuel à l'ère numérique. On pense peut-être aussi au Graffiti Research Lab qui avait mis au point un dispositif de tag lumineux, un graffiti éphémère, tracé à distance, projeté à l'aide d'un crayon laser traqué par une caméra qu'ils avaient baptisé le laser tag. Le programme créait alors une trace lumineuse dans le sillage du point laser, sur le même principe qu'une souris et un logiciel de dessin, finalement. La démarche était là encore en open source, conjuguée donc Computer Hackers et Graffiti Writers. Graffiti Research Lab mettant à disposition le manuel et le code de toutes ces inventions, invitant chacun à fabriquer et améliorer ses outils pour produire peut-être encore une fois un détournement de l'information et de l'espace public, comportant souvent un message politique engagé. Alors, à l'ère du flux et des big data, les images produites par les machines de vision sont, on l'a vu ce matin, indexées. Elles ne doivent leur valeur la plupart du temps qu'à des indexations dans des bases de données, qu'à des métadonnées, donc qu'à des mots-clés, etc., qui en déterminent sinon le sens, au moins les usages, que ces usages soient médiatiques, policiers, militaires, autant qu'artistiques. Il me semble que Google participe à cet égard d'une cartographie visuelle du monde. On l'a vu qu'elle opère notamment à travers cette technologie Nine Eyes, des 9 caméras photographiques embarquées dans les Google Cars qui sillonnent la planète et instaurent une surveillance généralisée. Certains artistes aussi se sont emparés ont questionné la valeur de ces images opératoires, comme Julien Lévesque, qui propose un détournement poétique de ces images opératoires au fil de différents voyages dans Google. Il compose des Street View Patchwork qui forment comme autant de tableaux photographiques vivants qui évoluent au rythme du temps dicté par les bases de données de Google. Ce sont des tableaux ou des paysages reliés au flux Internet, un patchwork d'images qui, à géographie changeante, qui forment des paysages susceptibles d'évoluer à chaque instant, à mesure qu'ils sont réactualisés en temps réel par la base de données en ligne. À contre-courant du flux et de l'obsolescence programmée, ces photographies de Julien Lévesque composent un paysage imaginaire, donc juxtaposant des prises de vue automatiques de différents lieux dans le monde, à partir de 3 échelles du paysage, vous le voyez, le sol, le ciel et l'horizon. La capture, diversement géolocalisée et évoluant dans le temps, se transforme donc petit à petit au gré des jours et du rythme des saisons. Ça marche plus ou moins bien, c'est toujours automatisé, chacune des images est active, c'est-à-dire qu'on peut naviguer ensuite dans ces paysages,
paysages fragmentés, recomposés, qui pourraient être des paysages un peu comme ça génériques, et qui sont toujours indexés, là encore, puisque chaque bande correspond à un lieu, une unité temporelle, un espace particulier dans lequel on peut aller indépendamment. On pense aussi au projet précurseur peut-être de l'artiste canadien John Raffman, Nine Eyes, qui propose une exploitation cette fois parodique aussi des images réalisées par la voiture Google, encore une fois, qui enregistre les rues de notre monde pour Google Street View. Ce service, lancé en 2007 dans l'objectif d'organiser et de rendre accessibles les informations à l'échelle mondiale, utilise la technologie immersive média qui permet de fournir une vue de la rue à 360 degrés en n'importe quel point donné. Ça produit des images enregistrées qui sont ensuite traitées par un logiciel propriétaire de Google qui les assemble pour donner l'impression de continuité, l'impression de réalité. Des instants décisifs robotisés donc, que l'artiste John Raffman traque avec une application obstinée pour mieux rendre compte des visions du monde ainsi produites par la machine qui fait acte d'image avec une spontanéité sans égale, mais aussi sans volonté ou sans intentionnalité. Ces images dont il n'est pas l'auteur, donc qu'il récupère, qu'il a méticuleusement sélectionnées, donnent à voir un autre monde puisqu'il s'intéresse avec obsession aux bugs aussi, donc aux visions déformées, un autre monde, un monde étrange, incohérent, parfois rendu presque irréel, au moins autant du fait des erreurs de traitement algorithmique des images que par la nature des scènes qui ont été également photographiées. Alors, c'est une application qui est aujourd'hui controversée, on le sait, en raison notamment d'atteintes à la vie privée, et le service de Google a depuis pas très longtemps intégré au bas de chacune des images, comme on le voit ici, une possibilité de signaler une anomalie en cliquant au bas de cette image. Donc il y a une petite encart ici qui dit Report a problem. Non sans anachronisme, hein, puisque l'œil automatique de Google sollicite d'une certaine façon les humains, le regard humain en tout cas, pour vérifier les images et pour signaler des indiscrétions, des violations de l'intégrité des sujets qui auraient été commises par la machine de vision algorithmique de Google. Alors, on pense aussi aux œuvres de l'artiste italien Paolo Sirio, qui est hacker, activiste, qui participe également d'une critique de l'utilisation des nouvelles technologies lorsque celle-ci constitue un pouvoir hors de tout contrôle, alors même que la transparence est érigée en nouveau principe par nos sociétés contemporaines. Cet artiste nous invite notamment à une réflexion sur les notions d'anonymat, cette fois de vie privée, de démocratie aussi à l'ère du réseau, notamment à travers cette œuvre, Face to Facebook, qu'il réalise en 2011 et qui procède du vol d'1 million de profils d'utilisateurs Facebook et de leur traitement par un logiciel de reconnaissance faciale à partir duquel une sélection de 250 000 profils est publiée sur un site de rencontre qu'il a fabriqué sur mesure. Chaque profil étant trié selon des caractéristiques d'expression du visage, donc des profils qui ont été ajoutés sur ce site, ce fake, le site de rencontre. Face à l'omniprésence des médias sociaux, ce détournement de données est une mise en garde à grande échelle face au risque de partage d'informations personnelles sensibles. On peut penser aussi sur notre projet, bon, j'avais mis 2 slides aussi sur ces projets défunts, hélas, mais qui étaient Sebuco et conçus par les liens invisibles en 2009, mais aussi Web 2.0 Suicide Machine, qui invitait ici à former des réseaux sociaux alternatifs en proposant aux internautes de suicider leur identité virtuelle, mais aussi d'inviter d'autres internautes à partager avec eux cette déconnexion et ce suicide cette récupération de leurs données quand ils le pouvaient et ce suicide. Mais ce sont des sites qui ne fonctionnent plus aujourd'hui car ils ont été les failles qu'ils avaient pu réussir à entrevoir dans l'algorithme de Google ont bien sûr été corrigés et ces sites ont d'ailleurs été poursuivis. On pense aussi à cette œuvre toujours de Paolo Sirio, Street Ghost, qui détourne les portraits photographiques floutés de Google Street View.
dans une expérience qu'on peut situer entre le net art et le street art d'une certaine manière, puisque Paolo Cirio va imprimer les photos floutées de personnes saisies au hasard dans la rue par la Google Car, sans leur autorisation, donc, et pour les imprimer et les afficher grandeur nature à l'endroit même, hein, quand c'est possible, où a été réalisée la prise de vue réalisée par ces caméras de Google. Ces street ghosts, on pourrait dire, ces fantômes, ces corps fantomatiques, victimes algorithmiques d'une certaine manière, interrogent là encore la propriété intellectuelle et l'utilisation des données privées. Il réalise des ateliers, là encore, hein, ce sont des artistes qui investissent également l'espace public par celui des données, un peu comme Aaron Bartol avec sa dead drop, sa clé USB qui singeait les boîtes aux lettres d'espions pendant la guerre froide, ou ces sculptures qu'il extrait de l'univers de Google Maps pour les implanter physiquement, tangiblement, matériellement dans l'espace public. Tous ces artistes jouent sur la complémentarité ou la porosité entre l'univers virtuel, enfin dit virtuel, et l'espace réel, tangible, en montrant combien ils sont maillés et combien ils construisent aussi de nouvelles centralités, puisque finalement notre représentation de l'espace, y compris d'un point de vue politique, est marquée par l'existence de ces cartographies que réalisent ces applications algorithmiques comme Google. Et puis je terminerai peut-être par l'artiste Julius von Bismarck qui a conçu, lui, un dispositif, là encore, de critique qu'il appelle l'image fulgurator, instrument pour manipuler physiquement des photographies, cette fois affectant clandestinement l'information visuelle des images faites par d'autres. Dès qu'un flash est perçu aux alentours, son image fulgurator, cette sorte d'appareil photo inversé, finalement, projette en une fraction de seconde une image invisible à l'œil nu sur le sujet visé. On a affaire à un dispositif de prise de vue, mais qui est aussi surtout un dispositif de projection de vue, permettant d'inverser le processus photographique en intervenant lorsqu'une photo est prise, sans que le photographe soit en mesure de détecter quoi que ce soit. La manipulation étant invisible au moment de l'acte photographique, elle n'apparaîtra qu'ensuite, donc, lors de la prévisualisation des photographies à l'écran ou lors du tirage, etc. C'est une intervention qu'il qualifie de guérilla photo, qui permet d'introduire des éléments graphiques dans les photos des autres et qui peut être utilisé quel que soit l'endroit, comme par exemple ici la projection du non, en collaboration avec l'artiste madrilène Santiago Sierra lors de la visite du pape Benoît XVI à Madrid en 2011. On voit que on peut reconnaître à travers l'ensemble de ces projets une sorte d'esthétique critique de la technique, à contre-courant en tout cas des idéologies d'innovation. Ces différents projets, low-tech, souvent, jouent avec les frontières qui opposent traditionnellement les modes de l'art et de la technique. Ils interrogent également les modes de communication, les formes relationnelles qui sont engendrées par l'écosystème numérique. Ils participent peut-être en cela d'une forme de démocratie technique à l'articulation des problématiques du logiciel libre et des réseaux peer-to-peer, en créant des dispositifs interactifs et participatifs qui, on le voit, bousculent les modes de réception et d'exposition aussi des œuvres d'art. Leur caractère performatif ouvre toujours de nouveaux espaces de jeu, de nouveaux espaces de négociation, en empruntant cette logique du dispositif dans le sens est polysémique. Concept de dispositif ayant abondamment nourri l'analyse des médias et des pratiques artistiques simultanément, depuis Michel Foucault jusqu'à Roland Barthes, de la science des signes, sémiotique, aux nouvelles théories de l'information et de la communication, et qui tend aujourd'hui vers la mise en perspective d'un caractère actif, surtout socio-technique, de tout le dispositif finalement. Mais Michel Foucault, en 1975, en avait déjà souligné l'ambivalence, puisque tout en insistant sur le déterminisme des dispositifs de surveillance, tels que le panneau multidisciplinaire, il montrait aussi que ces dispositifs ne valaient qu'à travers l'action de leur sujet, une action nécessaire à leur actualisation. Idée qui a été ensuite reprise par Giorgio Agamben. La ruse du dispositif, disait-il, est qu'il fonctionne en accord avec la subjectivation qu'il produit lui-même, et donc avec l'accord implicite du sujet, pour lequel la profanation du dispositif est toujours possible.
Marshall McLuhan et Roland Barthes ont également souligné cette intrication finalement du dispositif entre le cadre et action sur le terrain de l'expérience médiatique. À cet égard, les pratiques interventionnistes que j'ai pu examiner avec vous aujourd'hui s'inscrivent dans le courant des arts média-activistes, d'une certaine façon, qui critiquent l'ordre social, politique et économique dominant. L'enjeu est de lancer des situations de création, bel et bien, comme le disait Emmanuel Guez ce matin, des situations qui relient art et démocratie, problématiques esthétiques et débat public, puisque là encore, pour paraphraser le critical design, il s'agit toujours d'amplifier, de faire résonner, de transformer les reliefs des innovations technologiques et leur impact social. Média activiste, il me semble, et c'est particulièrement prégnant dans le cas de EE et du nuage vert, que ces projets font aussi de notre écosystème numérique un problème public, au sens cette fois du philosophe pragmatiste américain John Dewey, selon lequel l'art comme expérience est en effet toujours transactionnel, contextuel, situationnel, qualitatif, narratif, etc. L'expérience telle que l'a définie Dewey, même si ce terme peut avoir dans son vocabulaire une valeur polysémique, doit toujours être comprise en termes de relation, d'interaction, de transaction aussi parfois, entre des êtres ou entités qui ne sont pas premiers, mais qui émergent à travers l'interaction. Cette philosophie pragmatiste de l'esthétique, que défend John Dewey, mais qui a été repris beaucoup depuis, notamment par Schusterman et d'autres, s'intéresse en effet moins aux qualifications essentialistes de l'art qu'à ses fonctionnements contextuels et hétéronomes. À l'opposé des discours qui octroient un statut d'exception à ces pratiques, en les soustrayant du cours ordinaire de la vie, John Dewey promeut au contraire une vision opératoire de l'art dans la cité. Il nous montre tout le bénéfice aussi que l'on peut tirer à envisager ces expériences dans cette dimension opératoire, mais ceci cette fois comme des opérateurs de pratiques qui font bouger les lignes de notre expérience ordinaire. Un art donc qui intervient dans l'arène des débats publics, qui s'inscrit dans une histoire, qui rend aussi surtout les citoyens capables de créer et de transformer leur monde. Dans ce contexte, au-delà de la démarche artistique, on peut penser que les praticiens des nouveaux médias, que sont les artistes aussi, s'engagent dans une politique esthétique de perturbation, low-tech, d'intervention, aussi d'éducation visuelle d'une certaine manière. Le public y étant mis en situation d'agir et pas uniquement de recevoir ou de contempler. On retrouve là les idées que défendait il y a longtemps déjà un penseur comme Marshall McLuhan qui disait que si l'art est un système d'alerte préalable, comme on appelait le radar, il peut devenir extrêmement pertinent non seulement à l'étude des médias, mais aussi à la création de moyens de les dominer. La question du détournement, croisant ici la pratique artistique, où l'on voit ces artistes donc faire preuve d'inventivité dans l'usage de solutions non prévues d'outils numériques, et où l'on voit aussi le rejet de solutions qui seraient des solutions prescrites, imposées par leurs concepteurs, ou les ingénieurs, ou les firmes, les GAFA dont vous parliez tout à l'heure ce matin, qui conçoivent ces dispositifs. Je m'arrête là.